C'est une question qui soulève des défis complexes. Comment donc concilier ou trouver un équilibre entre le droit national, mais aussi l'acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales, sur la question de nomination des mandataires publics dans les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales. Qui de mieux pourront parler qu'un spécialiste de la question? Il est avocat, il travaille pour Daldewoff et ses grands cabinets belges, mais congolais aussi, puisqu'il a une grande représentation en RDC. Le professeur Daniel Djedi est encore une fois avec moi. Bonsoir, professeur. Bonjour, bonsoir, cher Gaëtan. Toujours un plaisir de vous avoir ici, professeur. Plaisir largement partagé. Alors, ce sujet est scientifique, mais avec des petites ramifications politiques aussi. Je pense, oui. Un tout petit peu quand même. Oui, mais vous parlerez en tant que scientifique. Exactement. Rapidement, exactement. Comment sont nommés les mandataires publics au regard de notre droit, du droit national? Très bien. Merci beaucoup, mon cher Gaëtan. C'est un sujet polémique, hein, oui. Évidemment, parce qu'il y a ici une équation à résoudre, trouver un équilibre entre le droit national qui régit les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, mais aussi le droit OHADA, parce que c'est le régime commun en matière de droit de société dans notre pays. Alors, il n'y a pas de vérité absolue, ok? Donc, les mandataires publics sont nommés conformément à l'article 81 de la Constitution et la loi de 2008 sur le portefeuille, les entreprises du portefeuille de l'État, ainsi que le décret de 2013 sur le statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État. Alors, ils sont nommés par ordonnance du président de la République. Voilà comment notre droit interne organise ou prévoit le mécanisme le droit de nomination congolais, oui. Les mandataires publics sont nommés par ou sur ordonnance présidentielle. On exact. Le sait, oui. C'est rendu public par la voie télévisuelle ou à la télévision, ça c'est connu. Ça c'est le droit national. Exact. Alors, j'aimerais maintenant savoir comment est-ce que le droit OHADA, on va dire, parle ou en quels termes le droit OHADA parle de la nomination des mandataires publics. Mais on peut d'abord commencer par une clarification conceptuelle de quelques termes qui me paraît un peu difficile pour ceux qui nous suivent également. Qu'est-ce que ça veut dire, professeur, le portefeuille de l'État, par exemple? Excellent. Ça, c'est une très bonne question parce que c'est important de définir les concepts pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Alors, le portefeuille de l'État, comprend les actions, les parts sociales, les droits qui sont détenus par l'État ou toute personne morale de droit public dans les sociétés de droit congolais ou étrangers. Alors, les actions ou les parts sociales, il faut comprendre que lorsque vous créez une société, vous faites des apports, soit en argent liquide, soit en nature. Et en contrepartie, on vous donne ce qu'on appelle les titres sociaux. Et c'est ça qu'on appelle les actions, les parts sociales. Ça peut constituer aussi, l'État peut aussi avoir des obligations dans ces sociétés-là. Et donc c'est vraiment des concepts techniques, dépendamment de la forme juridique de la société. Si c'est une société par action et que l'État est actionnaire dans cette société-là, on va dire qu'il a des actions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le portefeuille de l'État. D'accord ? Ah, d'accord, ce sont les actions. Oui, les actions. L'État détient dans les sociétés. Voilà. Et quand le ministère du portefeuille, c'est les ministères qui gèrent ces actions-là. Parce que le ministère du portefeuille, encore un concept important, oui. est le représentant de l'État dans ses organes statutaires. Le représentant politique. Politique ou gestionnaire. En tout cas, le représentant qui siège, par exemple, à l'Assemblée générale de la société. Oui. Admettons que l'État est actionnaire ou majoritaire ou unique dans une société comme la SNEL, par exemple, ou la Régie des eaux. Eh bien, lors de l'Assemblée générale, c'est le ministre du portefeuille qui représente l'État. Lui seul. Exact. Dans cette assemblée-là. Donc voilà, on va dire, voilà, c'est lui qui gère en quelque sorte le portefeuille de l'État. Les actions. Alors, et donc c'est plus compliqué de définir l'entreprise du portefeuille. L'entreprise du portefeuille, c'est une société dans laquelle justement l'État est actionnaire, soit majoritaire, soit actionnaire unique, ou bien
il a des participations dans une société. Voilà. Et qu'est-ce que c'est donc l'entreprise publique? L'entreprise publique, c'est une société de portefeuille dans laquelle l'État détient la totalité des actions ou la majorité absolue. Donc la majorité absolue, c'est 50 plus 1, ou bien la totalité des actions. Donc une entreprise publique est forcément une entreprise du portefeuille, mais une entreprise du portefeuille n'est pas forcément une entreprise publique. Là, c'est un peu technique. Ça veut dire que l'État peut avoir des actions, par exemple 2% de participation dans une société dans laquelle il y a aussi un actionnaire privé. À ce moment-là, on ne dira pas que c'est une entreprise du portefeuille de l'État. C'est une société d'économie mixte, mais il y a le portefeuille de l'État dans cette société-là. C'est-à-dire que l'État a des intérêts. D'accord ? Alors, ces concepts-là sont des concepts du droit national. Évidemment, c'est très technique. En droit au radar... Ça n'existe pas ce concept-là? Non, on parle d'autres... D'autres termes. Un mandataire public, c'est celui qui a le mandat donc, du président de la République, c'est ça? Pour gérer directement l'entreprise. Où le gouvernement a soit la majorité des parts, ou je dirais, actionnaire unique. Tout à fait. Donc, c'est celui qui a le mandat de gérer ou de représenter l'État dans les organes statutaires, donc ce qu'on appelle mandataire public. Alors, on a par exemple des mandataires actifs, c'est-à-dire ceux qui gèrent au quotidien la société, et des mandataires non actifs, comme le ministre du portefeuille. Hein, c'est un mandataire non actif. Non actif. Donc, il représente l'État au sein de l'Assemblée générale. Vous avez le DG, par exemple, qui lui, c'est le mandataire actif, parce qu'il agit, enfin, il gère au quotidien la société. Et les administrateurs ou le PCA, ce sont des mandataires non actifs, parce qu'ils ne gèrent pas la société au quotidien. Donc, tout ça, ce sont des concepts du droit national. Et donc, c'est important de les savoir, parce qu'en droit au radar, on parle un autre langage. Et voilà, l'équation, c'est comment on fait. On vient maintenant en droit au HADA. Oui. Comment sont nommés les administrateurs ou les dirigeants sociaux en droit au HADA? Exact. Très, très bonne question. Alors, en droit au HADA, on va se référer à quoi? On se réfère à l'acte uniforme révisé sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique. Alors, les administrateurs, ils sont nommés... Société commerciale, groupement d'intérêt économique, des termes aussi à clarifier, professeur. Alors, mais les sociétés commerciales... Groupement, c'est mieux, oui. Voilà, ce sont, on va dire, c'est pas comme... Enfin, une société commerciale, c'est une société qui fait du profit. Hein. Donc, le groupement d'intérêt économique, c'est par exemple deux sociétés qui se mettent ensemble pour essayer de partager un but commun, hein, pour poursuivre un intérêt commun. Et alors que, bon, une société commerciale, c'est une société qui... va avoir un objet social qui va agir pour essayer de réaliser des profits. Voilà le but de la société. Donc l'acte uniforme qui régit ce type de structure, porte bien le nom acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique. Oui. Voilà. Et comment sont-ils nommés là-bas d'après cet acte uniforme? Alors, les administrateurs sont nommés par l'Assemblée générale des actionnaires, d'accord? Et les administrateurs vont ensuite nommer, désigner le PCA, le président du conseil d'administration, qui est désigné parmi les membres du conseil d'administration. Et les administrateurs vont également désigner le directeur général parmi leurs membres ou en dehors de leurs membres. Et voilà comment on désigne les administrateurs en droit au radar, ainsi que le président du conseil d'administration. De manière autonome, le dirigeant, ou le DG comme on dit, oui, doit provenir de la délibération après l'Assemblée générale. C'est une décision qui provient de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale va nommer les administrateurs. Ça, c'est la première étape. D'accord. Voilà, c'est au niveau des organes de gouvernance en droit au radar. Donc, l'Assemblée générale commence par nommer les administrateurs. Les administrateurs... Comme le conseil d'administration voilà, le conseil d'administration, d'accord. Donc, le conseil d'administration réunit l'ensemble des administrateurs. Donc, c'est un organe collégial qui va, à son tour, désigner son président, d'accord. Parce qu'il y a cet organe à désigner.
Ensuite, ils vont désigner, lorsque ici on parle d'une société anonyme avec conseil d'administration, bien entendu. Parce qu'on peut avoir une société anonyme avec administrateur général. Donc on n'a pas l'obligation d'avoir un conseil d'administration. Mais parce qu'on parle des entreprises publiques transformées en société commerciale, c'est la forme requise, c'est-à-dire la société anonyme, pour exercer ou exploiter une activité économique dans ce cadre-là. C'est pour ça qu'on parle ici du conseil d'administration. Donc le conseil d'administration nomme, a la compétence de nommer, c'est l'organe qui est compétent pour nommer le DG. D'accord? Alors qu'on vient de le voir qu'en droit interne, les entreprises publiques qui sont transformées en sociétés commerciales ne procèdent pas, en fait, le régime juridique interne ne prévoit pas le même mécanisme. Donc il y a une différence entre le droit national et le droit au RADA. Est-ce qu'il existe-t-il une solution d'équilibre capable de concilier ces deux droits-là? Évidemment, l'idée, l'exercice est vraiment difficile, c'est très complexe, la question est complexe, mais ce qui fait qu'il n'y a pas de vérité absolue. Mais on pense qu'il y a une solution. Il y a quand même une solution parce que il faut savoir que le droit au RADA permet aux États parties d'avoir un régime national propre qui régit certaines sociétés ou qui en droit des sociétés. La condition, c'est que ce droit-là soit conforme, ne soit pas contraire au droit au RADA. Parce que le droit au RADA a une certaine primauté sur le régime interne, non? Absolument. Le droit au RADA l'emporte sur le droit national. Toutes les dispositions contraires, normalement, elles sont abrogées. D'accord? Ça, c'est le principe. Maintenant, comme les États parties ont le droit d'avoir quand même leur régime juridique interne, parce qu'il y a un bijuridisme entre donc, le droit, enfin, dans notre pays, parce que le droit au RADA cohabite avec le droit interne. La condition, comme je veux dire, comme je le disais, il faut que le tout soit conforme à ce droit au RADA-là. Alors, ici, dans le cas qui nous concerne, quelle est la solution, on va dire, la solution miracle? C'est qu'il faudrait modifier un peu, si vous voulez, les dispositions relatives à la nomination des mandataires publics pour ajouter certains éléments qui vont permettre de reconnaître les attributions des organes de gouvernance telles que cela est prévu par le droit au RADA. Alors, techniquement, ici, c'est l'article 13 de la loi de 2008 sur la gestion du portefeuille de l'État qui dispose tout simplement que les mandataires sont nommés par ordonnance du président de la République. C'est ce qui est fait jusqu'à présent. Exactement. Alors, si on s'arrête là, il y a effectivement un petit problème de conformité par rapport au droit au RADA. Donc, nous, ce qu'on pense, en tout cas, moi, mon point de vue, c'est que le président de la République peut nommer les mandataires, on va dire, le président du conseil d'administration et le DG par ordonnance, ok, mais à condition que ces nominations ne soient pas tout de suite actives dans les sociétés concernées. Il faudrait que les organes de gouvernance de droit, tels que prévus par le droit au RADA, valident ces nominations-là. C'est-à-dire que le conseil d'administration, enfin les administrateurs vont se réunir pour valider la nomination du président du conseil d'administration, ainsi que la nomination du DG. Alors, ici, moi je comprends que la nomination par ordonnance du président de la République n'est qu'une simple proposition, si on veut parler ainsi, qui est faite, en tout cas, aux organes de gouvernance de ces sociétés-là, afin qu'ils puissent valider la proposition de l'actionnaire. Il ne faut pas l'oublier, l'État est l'actionnaire. Et en tant qu'actionnaire, même dans les sociétés dans lesquelles l'État est associé avec un actionnaire privé, eh bien, vous allez voir que... Il y a des organes qui fonctionnent. Oui. Exactement. Dans les statuts, on prévoit que l'État, qui est détenteur, par exemple, des catégories d'actions telles, peut proposer la nomination du président du conseil d'administration, alors que l'actionnaire privé, lui, va proposer, par exemple, la nomination du DG. Donc, ce n'est pas interdit. Professeur, oui. Quand le chef de l'État nomme un mandataire public dans une entreprise publique transformée en société commerciale, viole-t-il le droit au RADA, oui ou non? Alors, la question n'est pas là. Évidemment, l'idée, c'est de trouver un équilibre. Oui. C'est comme ça, je dis, si cette nomination est ensuite validée
par les organes. Ici, ce n'est pas validé. Ils viennent, on nomme des gens. Oui. On a connu beaucoup de crises dans les entreprises publiques où le chef de l'État a nommé quelqu'un. Oui. Après, les organes internes de gestion de l'entreprise décident soit de faire partir un DG. Les DG sur le point de partir, c'est les ministres du portefeuille qui interviennent, qui demandent à ce qu'il reste. Oui. Lui, il fait valoir les droits nationaux. Les autres en interne qui ont peut-être étudié, ils font valoir le droit au HADA. Oui. Vous voyez que ça crée quand même, c'est une sorte de brouillamini là à l'intérieur, professeur. Rapidement, le reste, une minute, professeur. Oui, tout à fait. Bon, évidemment, si on s'appuie sur le droit national, il faut évidemment s'appuyer pour contester ou accepter une nomination, une révocation. Mais ici, tel que cela se fait, si on n'associe pas justement les solutions du droit au HADA, eh bien, on n'est pas en conformité par rapport à ce droit-là. Or, le droit au HADA, c'est le droit communautaire, c'est le droit qui l'emporte ici dans notre pays en matière de droit des sociétés. Mais ce que je disais, c'est que l'actionnaire, en fait, il n'est pas, on n'a jamais vu, par exemple, un conseil d'administration ou une assemblée générale, enfin un conseil d'administration qui désigne un directeur général et qui propose à l'actionnaire de l'accepter. Non, c'est toujours l'inverse, c'est-à-dire que l'État, en tant qu'actionnaire, on lui demande de se conformer au droit au HADA, ce qui est tout à fait normal, mais on doit aussi lui reconnaître ces prérogatives-là, d'avoir le contrôle sur les mandataires qui se choisissent avec toute la liberté possible pour qu'ils puissent s'entourer, avoir des gens qui ont des compétences requises pour pouvoir gérer son portefeuille. En 30 secondes, le maintien du droit national parallèlement au droit au HADA est justifiable. En 30 secondes. Exactement. C'est l'article 916 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales qui nous reconnaît le droit d'avoir notre droit interne sur le même sujet. Mais attention, l'idée c'est de pouvoir associer le droit au HADA dans le processus de nomination pour qu'on puisse être conforme par rapport à cette question-là. Moi j'ai retenu que vous êtes favorable à la révision de la loi de 2008. Oui, justement, pour ajouter. Mais vous refusez de dire que l'on viole le droit au HADA. Violer le droit, à partir du moment où on a le droit d'avoir le régime juridique, oui, on peut dire que pour l'instant, comme ce n'est pas encore révisé, l'idée c'est de mettre en place une commission pour revoir cette question-là. Pour l'instant, on n'est pas en conformité, donc il faudrait revoir cette disposition. L'article 13 de la loi de 2008. Toujours un plaisir de vous avoir, professeur. Vous êtes spécialiste de questions de droit des sociétés. Oui. Vous êtes avocat inscrit au barreau de Sonkourou. Vous avez donné un séminaire sur le sujet très récemment. Vous travaillez pour Dadouof également et vous enseignez au Canada, ici en RDC. Merci, exactement. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Très bonne fin d'année déjà, parce qu'on se reverra peut-être l'année prochaine, en 2020. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Nathalie Onokomba est avec moi pour la deuxième partie, excusez-moi. Un chat a traversé ma gorge en tout cas. Restez avec moi.